par rapport au squat jump et au contre-mouvement jump. Moi, je l'utilise énormément, mais c'est pas de la plio. Et après, les box jump, donc là, pareil, c'est pas de la plio. Je crois les temps de contact chez par exemple des marathoniens de haut niveau type Kipchoge, je crois que doit être 200 millisecondes au sol. Là, ok, là, on peut parler de pliométrie, mais... On intègre de la pliométrie dans l'entraînement pour se préparer à encaisser les contraintes du sport. Sinon, on s'y prépare jamais vraiment. C'est pas en faisant des relevés de mollets à la salle que tu te prépares à ça, quoi. Bah, t'imagines bien que si tu prends un ligament, si tu tires comme un taré, bah, tu vas arracher le ligament, c'est-à-dire que tu vas arriver jusqu'à la rupture. Quand t'as 30 fois le poids de corps, supposons que tu fais 70 kg, ça fait 2 tonnes, hein, plus de 2 tonnes. C'est-à-dire tu vas pas mettre 2 tonnes sur un relevé de mollet, quoi, c'est pas possible. Bienvenue sur le nouvel épisode du podcast. On se retrouve aujourd'hui, on va parler de pliométrie, vaste sujet. Déjà, la première chose dont il faudrait qu'on parle concernant la pliométrie, c'est déjà de définir ce que c'est. Souvent, on associe la pliométrie au simple cycle étirement-raccourcissement. Alors là aussi, il faut que je définisse un peu ce que c'est. Le cycle étirement-raccourcissement, c'est l'idée que on va potentialiser la partie concentrique d'un mouvement grâce à la partie excentrique, grâce à justement un stockage et une restitution d'énergie élastique. Donc ça, c'est le cycle étirement-raccourcissement. C'est par exemple quand je fais un saut, quand je suis dans la locomotion, quand je suis en train de courir. La partie excentrique où je vais poser mon appui au sol et où je vais amortir va me permettre de stocker de l'énergie potentielle élastique, et derrière je la restitue sur la phase de toe-off, la phase de propulsion concentrique. Donc ça, c'est cycle étirement-raccourcissement. Et souvent, on a tendance à faire l'association entre pliométrie et cycle étirement-raccourcissement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un cycle étirement-raccourcissement, donc en anglais le SSC, la Stretch Shortening Cycle, eh bien, c'est de la pliométrie. Sauf qu'en fait, c'est faux, ou en tout cas, ça dépend de la définition qu'on va avoir, mais la définition originale de Verkhoshansky, Yuri Verkhoshansky, qui est un pionnier dans la préparation physique, et un préparateur physique russe, il me semble, qui était quand même les premiers avant nous, avant les Américains et les Européens qui étaient en retard dans ce domaine, qui a d'ailleurs fait un bouquin hyper intéressant, Super Training. Il a fait aussi Special Strength Training, un truc comme ça. La Bible. Ouais, c'est la Bible un peu de la prépa physique, qui n'est pas en français, mais un très bon bouquin. Et en fait, lui, c'est un peu considéré comme le pionnier, le père de la pliométrie, parce que c'est lui qui a été le premier, il me semble, à en parler. Il parlait même de power metrics, donc de... Comment on pourrait traduire ça ? De puissance métrie. Ouais. Et ouais, donc il parlait de pliométrie, et selon lui, la définition de la pliométrie, c'était justement... en fait, c'était la définition, je vais la reprendre, ce sera plus simple. Un mouvement pliométrique doit comporter une action d'atterrissage et de décollage, toutes deux exécutées en un temps rapide inférieur à 0,25 secondes. Je sais qu'il avait même tendance à dire que la transition excentrique-concentrique devait avoir lieu en moins de 0,15 secondes, mais vu que c'était compliqué à mesurer, ce qui comptait, c'était d'avoir un temps de contact au sol de moins de 0,25 secondes. Donc ça, c'est une première définition. Donc déjà, on voit que si on s'appuie là-dessus, il y a beaucoup de choses qu'on peut considérer comme pliométriques qui ne le seront pas, parce que 0,25 secondes, on ne se rend pas compte, mais un quart de seconde, c'est rapide. Et un quart de seconde au sol, il faut quand même... c'est très peu de temps au sol. Donc, à partir du moment où on est au-dessus, alors il ne faut pas voir ça peut-être de manière aussi binaire, mais si tu vois, je suis à 0,26 secondes, je suis plus plio, tu vois. Après, c'est conceptuel. Mais il y a beaucoup de choses qui ne seront pas pliométriques, on va y revenir après. Il y a une autre définition qui est plus complète, aboutie, et là qu'on a tiré justement de Super Training du bouquin, qui est que la véritable activité pliométrique implique une action balistique qui est rapidement interrompue par une contraction musculaire excentrique et explosive isométrique, suivie immédiatement par un rappel concentrique puissant, médié par le recrutement du réflexe myotatique d'étirement et amplifié par la libération de l'énergie élastique stockée dans les tissus conjonctifs du complexe muscle-tendon. Donc, c'est une définition assez longue, mais qui définit assez bien ce que c'est que la pliométrie, donc où il y a cette notion justement d'amortissage, excentrique, de contraction isométrique qui vient faire la transition entre l'excentrique et le concentrique. C'est ce dont on parlait dans le podcast sur l'isométrie et la performance, avec le continuum un peu triphasique comme ça, où il y avait les 3 régimes de contraction qui constituaient la pliométrie. Et justement, ce rappel concentrique puissant où on vient restituer l'énergie élastique qui a été stockée dans la portion excentrique.
il y a cette notion de réflexe myotatique d'étirement où justement il faut, et ça c'est important je trouve par rapport à ce que Verkhoshansky disait, c'est que en fait la pliométrie, il y a un mélange de mécanismes conscients et inconscients, volontaires et involontaires, tu vois. Et pour qu'il y ait un réflexe myotatique, il faut que l'étirement soit rapide et il faut qu'il soit spontané. Oui. Si le temps de contact au sol il dure 1 seconde et demie, il n'y aura pas trop de réflexe myotatique, enfin en tout cas beaucoup moins. Et pareil au niveau de la restitution de l'énergie élastique, ce sera beaucoup moins amplifié. Donc ce qu'il voulait dire, c'est que la pliométrie, c'est tout mouvement qui est suffisamment rapide au niveau de la transition excentrique-concentrique et où le temps de contact au sol est court pour justement bénéficier des mécanismes réflexes et inconscients dans le mouvement et justement produire un maximum de force. Il faut même limite que la transition excentrique-concentrique soit rapide pour qu'il y ait une potentiation en fait entre les deux. Parce que si tu perds trop d'énergie, que tu t'écrases en excentrique, à ce moment-là, on est plutôt sur une action excentrique-concentrique plutôt musculaire, mais moins pliométrique parce que là, tu bénéficies beaucoup moins de l'énergie gratuite élastique du complexe muscle-tendon et du réflexe neuromusculaire purement le réflexe myotatique. Après, la pliométrie, ça consiste en 6 étapes. On mettra le schéma, mais il y a cette notion de séquence du mouvement pliométrique là, qui a été repris de Verkhoshansky, mais qui est une version un peu modifiée que j'ai repris de McInnes-Watson et Buckman, je crois que c'est, qui ont modifié parce que la littérature depuis le temps a évolué là-dessus, puisque ça date quand même un peu leur bouquin. Et en fait, il y a 6 étapes. En fait, un mouvement pliométrique, pour que ce soit pliométrique, il faut qu'il y ait un cycle en fait, un avant et un après. C'est-à-dire que tu peux pas définir un mouvement pliométrique s'il n'y a pas eu de phase en l'air avant. C'est-à-dire que la première phase, on va dire que c'est une phase de momentum initial où tu es en l'air, on va dire que tu es au pic en fait de ta hauteur. Tu descends, tu vas descendre au sol parce que par l'effet de la gravité. Tu vas descendre au sol pour aller chercher ton contact au sol. Là, il y a une deuxième phase qui est la phase de préactivation où en fait tu vas activer certains muscles, notamment dans tout ton membre inférieur et d'une manière plus globale, un peu tout ton corps. Tu vas commencer à te tendre pour justement te préactiver et anticiper le contact avec le sol. Ensuite, il y a cette phase de délai électromécanique où en fait c'est le délai électromécanique, c'est le temps qui se passe entre le moment où tu envoies l'influx, la volonté de contracter un muscle, et le moment où le muscle se contracte. Ensuite, il y a la phase d'amortissement qui est là purement excentrique, la phase de rebond qui est concentrique, et après on a la dernière phase, la phase de momentum final, où là tu viens de décoller et tu t'en vas vers la hauteur maximale de ton saut. Et puis ça se répète comme ça. Donc déjà, on voit que par rapport à ces définitions-là, on voit que la pliométrie, c'est nécessairement quelque chose de cyclique. Il y a une notion de temps de contact au sol qui est courte, un temps de contact au sol qui est court, et vraiment quelque chose de balistique, avec des mouvements volontaires, enfin des actions volontaires et involontaires, des réflexes et tout ça. Donc à partir de là, on se dit, mais en fait, il y a plein de trucs qui ne sont pas de la plio. Et souvent, on pense quand on parle de pliométrie, on reviendra peut-être après quand on parlera de MyJump, l'application qui permet d'évaluer certains trucs justement. Il y a beaucoup de littérature sur les squat jumps, sur les contre-mouvements jump, sur les drop jump pour le coup, ce qu'ils appellent drop jump. Nous, je pense qu'on définit plus ça comme les dev jump. Enfin bon, oui, drop. On verra. Théoriquement, drop, t'as pas de restitution derrière, quoi. C'est juste. Ouais, voilà, parce que dans la littérature, ils définissent. Tu sais, à chaque fois, tu as le drop jump et le dev jump. C'est genre en mode le dev jump, c'est plus profond que le drop jump. Mais dans tous les cas, pour eux, il y a une notion de rebond. C'est un dev jump, quoi. Donc en fait, c'est des sauts en contrebas, les drop jump et les dev jump. Donc tu es sur une box, un banc, n'importe quoi en hauteur, tu sautes au sol et tu rebondis. Ça, c'est les définitions classiques. Après, nous, la façon dont on voit le truc, c'est juste drop jump, c'est une chute, drop. Ouais. Et donc, juste, t'amortis en excentrique et tu rebondis pas. Alors que souvent, dans la littérature, c'est tu rebondis, mais juste avec peu de flexion de genou sur un drop jump. Ouais, c'est très stiffness, enfin raider cheville, quoi. Ouais, voilà. Alors que sur le dev jump, c'est plus flexion de genou. Ouais. Plus profond. Donc ça, c'est une petite nuance à faire sur la définition. Mais voilà, donc qu'est-ce qui n'est pas de la plio déjà? Squat jump,
Contre-mouvement de jump, souvent aussi, tu vois, quand on dit ouais, je fais de la plio, il y a des gens, ils vont faire, tu sais, ils vont enchaîner, je sais pas, des squats avec des box jump derrière, ils vont sauter sur une box, hein. Truc très classique qu'on peut voir en crossfit, Ouais. en haltéro. French contrast. Ouais, voilà, j'en ai beaucoup vu, mais au final, après, on va pas parler je crois que c'était Morin, Samosino, je sais plus, mais qui avait comparé justement un squat chargé à je sais plus combien, il regardait la production de le profil force-vitesse, la puissance. Et en fait, quand tu fais un box jump, t'as quasiment, en fait, dans la relation force-vitesse, t'es à peu près au même endroit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de contraste du coup. Oui, c'est de la. Soit tu as de la charge externe et tu as une production de puissance, soit tu l'as fait avec l'accélération et du coup tu peux avoir les mêmes puissances, quoi. Mais tu peux être ouais, quasiment au même endroit sur la relation force-vitesse. Ouais, donc en fait, l'idée à la base de ce type d'entraînement, c'était de faire contraste entre un squat chargé, lourd, et un saut, en se Mm. disant je vais faire lourd-léger, un peu en gros, qui est une méthode assez connue, et alors qu'en fait, en termes de production de puissance, c'est à peu près dans le même secteur. Mais ouais, donc il y a plusieurs choses, tu vois. Squat jump, c'est pas de la plio, parce que pour le coup, un squat jump, tu commences enfin, tu tiens en isométrie, tu tiens statiquement une position dans laquelle tu te sens à l'aise pour un peu accroupi pour justement faire un saut le plus haut possible. Contre-mouvement jump, c'est la même chose, mais tu as un contre-mouvement. Donc là, tu bénéficies pour le coup d'un cycle étirement-raccourcissement, mais on n'est pas sur de la plio parce que un contre-mouvement jump, quand bien même tu en enchaînes plusieurs d'affilée, vu que c'est cette notion de contre-mouvement et qui est assez profond puisque tu vas Mm. beaucoup fléchir les genoux et les hanches, bah tu passes trop de temps au sol. Donc en fait, tu vas avoir peu de réflexes myotatiques, tu auras un cycle étirement raccourcissement. D'ailleurs, c'est ce que disait Vorkojanski, c'est que euh, tous les mouvements pliométriques impliquent un cycle étirement raccourcissement, mais tous les mouvements qui impliquent ce cycle ne sont pas nécessairement pliométriques. Euh, et donc le contre-mouvement de jump, on peut pas vraiment dire que c'est pliométrique. Ça veut pas dire que c'est des mouvements qui servent à rien, on y reviendra après, parce que c'est des choses qui peuvent servir. D'ailleurs, toi, je sais que tu Moi, je, t'en sers pas mal, je tu fais le évolues. massacre, ouais. Ouais, Mais tu évalues et il tu y a t'en sers pas mal. ouais, il y a des raisons, mais oui. On pourra y revenir. Et après, les box jump, donc là, pareil, c'est pas de la plio. Et j'avais noté aussi les changements de direction à 180 degrés. Par exemple, tu es sur je sais pas, moi, tu es en foot ou tu es sur le terrain, tu dois être amené, tu es en plein sprint, tu dois être amené à changer à 180 degrés de direction, à aller complètement dans l'autre sens. J'ai pris volontairement l'exemple d'un changement de direction à 180 degrés où tu fais demi-tour parce que si tu dois faire demi-tour, tu vas devoir beaucoup plus te freiner et te mettre en appui sur ta jambe pour après repartir de l'autre côté. Alors que si c'est un changement de direction, je sais pas, à 30 degrés sur la gauche ou à droite, etc., là, tu as beaucoup moins besoin de fléchir et tu peux passer beaucoup moins de temps de contact au sol. Et là, ce sera peut-être un peu plus pliométrique. Mais sur un changement de direction plus grand, on sera plus sur une action excentrique où j'absorbe puis Mm. concentrique. Ce qui veut pas dire que tu n'auras pas du retour entre guillemets sur investissement d'intégrer des modalités de pliométrie pour justement améliorer les qualités dans ton changement de direction. Ce qu'on veut dire, c'est que euh, par pure définition, c'est pas de la pliométrie. C'est pas le squat jump, le CMJ, etc. sont pas des modalités de pliométrie, mais ça veut pas dire que si tu n'utilises pas d'autres modalités de pliométrie, tu n'auras pas un transfert sur ton mouvement, que ce soit sportif ou quoi. Ouais, Donc ça c'est important. Et oui, par rapport au squat jump et au contre-mouvement jump, moi je l'utilise énormément, mais c'est pas de la plio. C'est pas de la plio. Mais encore une fois, des fois tu pourrais te dire, bah, à partir de l'analyse, et on en reviendra juste après, mais de l'activité, moi mon athlète, je peux utiliser la pliométrie comme modalité d'entraînement, avec des temps de contact au sol, etc. Mais je sais que la spécificité de mon activité ne demande pas au final de la pliométrie. Donc après, on pourrait se dire, bah, au final, le squat jump et le CMJ, ça peut être des outils intéressants. Surtout que l'avantage, c'est que bah, c'est assez facile à mettre en place, c'est bien reproductible, c'est précis. Du coup, bah, tu sais que tu peux avoir une donnée que tu peux observer sur le très long terme et avoir une forme de ton athlète ou une cinétique un peu. Donc, encore une fois, c'est pas de la pliométrie, mais c'est des outils qui peuvent être intéressants. ouais, le squat jump, par exemple, ça va te permettre de mesurer la puissance musculaire concentrique, quoi. On va dire, Ouais, c'est c'est ça, purement ouais. ta capacité concentrique. Mais oui, après, encore une fois, par rapport à l'analyse, là, tu vois, j'ai un, un skieur qui fait du ski alpinisme, donc quelque chose qui est très très orienté production de concentrique, Hmm. comme le vélo au final, tu vois. Bah ouais. Et tu pourrais te dire, bah là, pour le coup, ça a son intérêt. Alors, c'est pas de la plio, mais tu peux le tester et voir en fait les
capacité de production maximale de ton athlète. Et tu peux même faire ça, par exemple, sur fatigue, pour répliquer encore plus la spécificité. Donc, c'est des outils qui sont quand même intéressants, mais qui relèvent pas au final de la pliométrie. Ouais, surtout que, bon, là, sans partir dans une analyse, en ski, si je me trompe pas, d'une Là, manière. c'est de la montée, ouais. C'est en montée, ouais. Après, voilà, il y a plusieurs Ouais, sous-disciplines dans le ski, mais d'une manière générale, je veux dire, c'est pas comme un sport de locomotion où ouais, tu bien cours, sûr. etc. Donc là, la notion purement pliométrique avec un temps de contact au sol qui est court, etc., elle est moins vraie dans le ski, tout comme Hmm. Bah, en cyclisme, tu vois. dès qu'il y a de la locomotion, enfin, je crois les temps de contact, je sais par exemple des marathoniens de haut niveau type Kipchoge, je crois que c'est doit être 200 millisecondes au sol. Donc là, on est sur quand même de la pliométrie et là, ok, là, on peut parler de Là, pliométrie, c'est mais important. Ouais. ouais, là, c'est important. Mais après, il y a plein d'autres disciplines, je pense, où c'est pas, le geste n'est pas pliométrique par nature, quoi. Ouais. Donc, tu vois, par rapport à. Parce que moi, j'avais fait un post justement là-dessus et on m'avait posé la question justement, bah ouais, mais du coup, c'est quoi la pliométrie? Donc, je pense que tu as une définition un petit peu plus claire de comment on définit la pliométrie. Maintenant, voilà, il faut faire la différence entre un cycle étirement-raccourcissement et de la pliométrie. Je sais que il y avait une étude, je saurais plus te dire, j'ai plus la référence exactement, mais en fait, ils avaient, là, c'était au bench press pour le coup, c'était un développé couché, et Ouais. ils regardaient l'influence du temps de pause en bas, quand tu fais une pause en bas de ton développé couché. Euh, à quel point, enfin la restitution d'énergie élastique, tu vois. Et en fait, Hmm. je crois jusqu'à 4 secondes de pause en bas, tu continues de restituer de l'énergie en fait. Ok, intéressant. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, tu as toujours un cycle étirement-raccourcissement. Après, ça va dépendre des mouvements, ça doit dépendre probablement de la morpho-anatomie, c'est des leviers, enfin bon, voilà, de la Ouais. biomécanique. Mais en tout cas, dans ce papier-là, c'était intéressant parce que tu pouvais avoir jusqu'à 4 secondes de pause et tu continuais, enfin au-delà de 4 secondes tu restituais plus et là tu étais purement sur une production après concentrique musculaire, Hmm. mais Balistique, en fait. voilà, c'est-à-dire que tu sais que souvent moi je faisais ça en EMOM à un moment et ça se fait pas mal. Tu fais des squats pause par exemple, squat pause en bas, au final bon souvent la pause elle est assez courte quand même parce que Ouais. tu sais, quand ça commence à être dur, tu te dis je fais une pause, mais la pause elle dure une demi-seconde, une seconde. Mais si tu fais même une vraie pause de 2 secondes, dans tous les cas, tu auras stocké de l'énergie élastique dans le tendon patellaire, dans les quadrilles, tout ça, enfin bref, et tu vas restituer en remontant. Donc ça, il y aura, à moins de faire une pause vraiment longue et d'être sur un mouvement purement concentrique, il y aura un cycle étirement-raccourcissement, mais la pliométrie, c'est vraiment à différencier. C'est quelque chose qui est très rapide sur le couplage excentrique-concentrique. Et en tout cas, quand on parle de pliométrie sur le bas du corps, sur le temps de contact au sol, parce que c'est ce qui va faire intervenir des mécanismes réflexes. Le réflexe myotatique, et pareil, plus le temps de couplage et le temps de contact au sol va être court, plus justement le stockage et la restitution d'énergie élastique va être efficace aussi. Hmm. Voilà, parce que plus tu attends dans la portion isométrique en bas, plus tu perds en fait cette énergie élastique sous forme de chaleur, et donc ça vient pas créer cette potentiation de ton mouvement. Donc ça c'est intéressant de le comprendre parce que du coup ça permet de porter une analyse différente sur plein de mouvements, et c'est vrai que quand on parle d'entraînement pliométrique où on voit des séries de 10 contre mouvement jump, bon bah on se prépare pas vraiment aux contraintes qu'on peut retrouver sur le terrain, sauf si t'es je sais pas, en basket, tu vois. T'es en basket ou t'es en volley, et là pour le coup Ouais. t'as des mouvements qui mimiquent vraiment le contre-mouvement de jump, Et mais il y a encore. et encore. Et encore, parce que généralement, c'est des espèces de sauts avec de l'approche, là, les approches jump un peu, là. Hmm. Et au final, tu t'observes que c'est pas très compliant, quoi. Donc, c'est pas très, c'est très raide, en fait. Ils Ouais, ont peu de flexion de genoux et les temps de contact sont quand même assez courts. après, je Assez crois que courts. c'est aussi pour ça que dans MyJump, là, l'application, on en reparlera après, mais quand quand tu fais les tests de squat jump et contre-mouvement jump, au début, tu dois mesurer la longueur Ouais, de jambe, et tu dois, ça, c'est pour avoir les distances, ouais. Ouais. ouais, et tu dois aussi prendre une position dans laquelle tu es à l'aise, parce que chacun, sur un contre-mouvement jump et un squat jump, chacun va fléchir en fait les membres Mm. inf de manière Ouais. différente en Et fonction de ses ça, leviers. ouais. Et ça, hyper intéressant, mais. Enfin, moi, j'ai testé des sportifs, j'ai testé vélo, j'ai testé ski pour le coup, et j'ai testé course à pied. Et bah, t'imagines bien que la spécificité de l'activité fait que tu vas pas fléchir au même endroit. Tu prends un marathonien, il va fléchir en quart de squat, tu vois. Très peu, ouais. Parce que, bah, en fait,
c'est le secteur articulaire, c'est l'angle en tout cas du genou où il est habitué à produire de la force, parce qu'en course à pied, en fait, tu as une petite flexion. Par contre, tu prends un mec qui fait du vélo, bah là déjà, il va commencer à descendre un peu Et plus du bas. ski aussi, non? Et le ski descend Encore vachement plus. bas. Ouais. Et en fait, et ça d'ailleurs, petite note, mais pour ceux qui veulent essayer de faire des tests, il faut absolument ne pas dire à l'athlète, bah là je vais mesurer à l'endroit où tu vas fléchir. Il faut naturellement le laisser descendre dans sa portion, le poser, lui dire ok là on va mesurer. Parce que sinon tu vas le biaiser un peu, il va se dire ah mais en fait je vais descendre. Et en fait il va changer un peu son organisation. Donc voilà, donc ouais, il y a vraiment un peu une spécificité dans les angulations articulaires en fonction de l'activité, quoi. Ouais, ça c'est important. Ça nous rappelle la notion de spécificité du développement de la force aussi, où justement, bah, comme tu dis, puisque naturellement un coureur à pied va se mettre, il passe beaucoup de temps un peu genre position quart de squat vu que Oui, c'est la locomotion quoi tout simplement. 20 degrés, je pense. Bah naturellement, c'est là où il passe le plus de temps, où il passe du temps sous cette tension mécanique à ces angles-là spécifiques. Donc il va naturellement s'auto-organiser autour de ça, alors qu'un skieur ou un cycliste fera différemment. Ouais. Petite aparté, mais tu sais, des fois, ils font les ratios entre squat jump et CMJ, tu sais. Ouais. Ils font les ratios entre les deux, et souvent on dit, bah, si t'es mauvais sur la restitution de l'énergie élastique, ça veut dire que ton ratio, il sera pas optimisé. En gros, ça veut dire que ton CMJ, ton contre-mouvement jump, sera pas potentialisé par la portion excentrique, et que, en gros, t'as à peu près les mêmes valeurs. Mais après ça, on pourrait critiquer un peu le test, parce que si par exemple tu le fais à un athlète en course à pied, et que tu vois qu'il a une mauvaise restitution de l'énergie élastique, alors que tu lui demandes de descendre en flexion de genou dont il a pas du tout l'habitude, bah, tu pourrais te dire est-ce que vraiment c'est intéressant, quoi. Ouais, c'est pas spécifique. Et puis après, encore une fois, ça dépendra encore toujours de l'analyse de l'activité, parce qu'il y a des activités où la pliométrie est beaucoup plus présente que d'autres. Tu vois, déjà, comme tu dis, un marathonien, il aura des temps de contact où là, on peut parler de pliométrie, mais on sera, en termes de contraintes sur les tissus, on sera encore un niveau inférieur. Enfin, bon, là, pour le coup, c'est beaucoup plus de répétitions sur la durée, mais des contraintes de magnitude plus faibles que un mec en triple saut ou en athlé ou un sprinter. Où là, pour le coup, je sais que je me souviens c'est sur YouTube, il y a une conférence de Craig Purdam, je crois que c'était sur les tendinopathies, et à un moment, il met un graphique justement sur les contraintes en poids de corps par seconde sur le tendon d'Achille. Et je crois que c'est sur des foulées bondissantes maximales. Dorsiflexion. T'es sur du 30 fois le poids de corps par seconde, ce qui est énorme. Et on va en reparler après de ça d'ailleurs, justement. Mais du coup, si dans l'activité, on a des magnitudes de force aussi importantes, et des taux de charge, tu te dis, mais ça sert à quoi un squat jump, un contre-mouvement jump? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Surtout que T'évalues pas vraiment la capacité pliométrique. Alors que dans son sport, la capacité pliométrique elle s'exprime à des magnitudes beaucoup plus élevées, quoi. Sur un contre-mouvement jump, ce sera pas du tout spécifique. Surtout que par rapport à ces mouvements-là, généralement, c'est pas de la raideur cheville, en fait. C'est une espèce de raideur au niveau peut-être du genou, et tu pourrais dire aussi ce qu'il y a. Enfin, potentiellement, tu pourrais peut-être avoir un cycle étirement-raccourcissement au niveau du tendon du genou, mais pas au niveau de la cheville. J'imagine que c'est possible. Mais oui, c'est clair que de toute façon, t'étais hyper éloigné de ce qui se passe dans des disciplines aussi impactantes que ça, quoi. Ouais, et c'est pour ça que c'est important d'être capable d'avoir tout ce continuum, d'être capable d'analyser l'activité de manière précise, et du coup les besoins d'un point de vue physiologique, biomécanique et tout ça, pour derrière comprendre les besoins et orienter l'entraînement, parce que ça nous permet de, tu vois, là, juste avec cet exemple, tu es à 30 fois le poids de corps par seconde. Bon, bah tu sais qu'un contre-mouvement de jump, c'est pas ça qui va te. Si dans ta préparation physique tu fais des contre-mouvements de jump alors que tu sprintes, c'est pas ça, enfin à mon sens c'est pas ça qui va te préparer. Bah, ça va pas te préparer, ça peut être un outil, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, mais clairement en termes de demande Non, t'es hyper loin, quoi. T'es sous maximal, quoi, en permanence. Mais on va y revenir juste après, parce que j'ai prévu justement de comparer un peu après quand on va parler du haut du corps, un peu. justement, oui, depuis tout à l'heure on parle de pliométrie sur le bas du corps,
Mais est-ce qu'il existe vraiment une pliométrie sur le haut du corps? Question. Bah, tout à l'heure, tu as parlé du développé couché et du coup, il a l'air d'y avoir un étirement raccourcissement. Mais globalement, la littérature sur la plio, en tout cas, et en plus, des fois, chacun a un peu sa sauce et sa définition de la plio. Mais sur le haut du corps, on ne sait pas réellement si tu as des actions qui sont plus pliométriques ou balistiques. C'est-à-dire, est-ce que c'est juste ta capacité à accélérer rapidement un mouvement, donc là on va dire que c'est le balistique, ou alors est-ce que tu as vraiment un étirement raccourcissement où tu vas utiliser l'énergie emmagasinée sur la portion excentrique pour potentialiser la portion concentrique. Globalement, dans les activités, en tout cas moi j'ai regardé sur les lancers, et c'est assez particulier quand on regarde même les activations musculaires, donc en gros à quel point tu co-contractes entre l'agoniste et l'antagoniste, qui peut te donner un peu des indices sur la pliométrie ou le réflexe myotatique, etc. En fait, on a l'impression, enfin moi j'ai l'impression en tout cas que c'est plutôt du balistique, donc de ta capacité à accélérer très rapidement une charge. Donc imagine un lanceur de javelot ou quelqu'un qui lance une balle ou quoi. Ça va être cette capacité à accélérer rapidement un mouvement. Alors, je pense que potentiellement tu peux avoir, même si tu pars d'une... Un RFD en fait. Ouais, en fait je pense que Ouais. tu peux avoir quand tu as une position 0, qu'imaginons que je lance un javelot et du coup bah, je vais étirer le pectoral en arrière. Au moment où je vais faire le dernier hop de fin et que le pied va être au sol, j'imagine que à ce moment-là, tu vas avoir un étirement du pec qui va être même subtil, un peu comme on pourrait avoir en bas d'un CMJ, tu sais, d'un squat jump, où la personne elle pense qu'elle démarre en concentrique pur, Mais elle en fait fait, un mais petit contre-mouvement. ouais, elle fait un petit contre-mouvement et je pense que c'est ça qui se passe. Après, est-ce que c'est réellement ça qui permet vraiment d'augmenter la puissance produite? Pas certain. Euh, je pense que globalement c'est plus du balistique, donc la pliométrie, et même d'un point de vue purement définition avec le 250 millisecondes, je suis pas certain que ce soit pliométrique. Je trouve ça assez intéressant quand même parce que, bon, déjà, il y a- par rapport à Dernier, la ouais, définition de base qu'on donnait tout à l'heure, c'est sûr que sur le haut du corps, enfin, si on prend l'exemple du lancer de javelot ou quand tu lances un truc, pour le coup, là, t'as pas d'extérieur. cette notion de temps de contact. Non, c'est des Euh, passages en fait entre ouais, l'excentrique et le. C'est des c'est durées le dans les couplage. étirements, ouais, C'est c'est le ça. couplage excentrique-concentrique, la transition entre les deux. Et la vitesse peut-être à laquelle tu arrives en excentrique. Bah, ça se rejoint, mais là, on n'est pas sur un pattern de locomotion où on se dit je réagis en fait au sol. Euh, donc c'est assez étonnant quand même parce que Parce que, ouais. il doit quand même y avoir sans que ce soit nécessairement pliométrique, il doit quand même y avoir une notion de cycle étirement raccourcissement parce que on voit bien qu'il y a sur un lancer de javelot il y a un contre-mouvement, alors en abduction comme ça mais aussi en rotation externe Ouais. où tu t'étires parce que le pec en plus d'être adducteur il est aussi rotateur interne donc il s'étire encore plus quand tu fais de la rotation externe. Et il y a aussi Les biceps et les tout, ouais. fléchisseurs du Ouais. coude, parce que tu viens tendre le coude rapidement pour après le réfléchir. Enfin bon, après on va pas détailler l'analyse du mouvement du lancer de javelot, mais s'il y a cet étirement très balistique, très rapide, je me dis qu'il doit quand même y avoir un peu, un peu une notion de pliométrie quand même. Après, tu pourrais dire par exemple un mec qui fait un service en tennis, quand il frappe la balle. Ouais. Est-ce que, genre, au moment où il frappe la balle, t'as pas, genre, un... Donc, t'as un impulse, c'est-à-dire une quantité de force qui va être produite, mais tu pourrais dire aussi, il y a peut-être un étirement raccourcissement, tu vois. Ah bah oui, Ouais. clairement. Parce que euh, clairement, je me souviens, j'avais lu des papiers sur... Mais alors que tu pourrais te dire que, en fait, c'est juste... Enfin, quand tu serres, t'as l'inertie de la raquette et tu vas avoir une production de puissance, et quand la frappe balle, mais tu vas pas créer forcément un cycle étirement-raccourcissement au sein du mouvement, c'est juste du balistique qui est stoppé juste par la balle, tu vois. Ce que je veux dire. Donc, est-ce que réellement il y a du cycle Ouais, étirement-raccourcissement, ou alors c'est juste une production concentrique avec de l'impulse? Et d'ailleurs, en termes de méthode purement pratique, sur le haut du corps, hein, tu peux avoir des outils qui en- mimiquent un peu le mécanisme pliométrique sans être trop de la pliométrie, tu vois. Peut-être de l'excentrique rapide ou alors ouais, l'isométrie je en pense, oscillation, mais je pense la différence, c'est peut-être que dans la pliométrie haut du corps, ce que tu cherches, c'est accélérer le membre. bah moi je pense. Ouais, ce que tu cherches, c'est accélérer le membre, alors que sur de la plio bas du corps, c'est... Enfin, là aussi, si tu accélères le membre, c'est un facteur d'intensité. Tu sais, ça me fait penser à quand tu fais des hops.
sais, les hops, c'est comme quand tu fais Ouais. des pogos, et que tu fais un cycle comme ça. C'est-à-dire que tu décolles sur une jambe et tu viens relever ta jambe. Et en fait, comment dire, tu cherches la hauteur le plus haut possible et tu viens strike le sol avec ta jambe, mais très rapidement. Ce sera beaucoup plus intense que si juste tu te laisses tomber Oui, oui, c'est avec sûr. la jambe déjà quasiment tendue. Donc il y a cette notion de vitesse du membre, mais ouais, sur le haut du corps. Alors que tu frappes une balle, et je me souviens, parce que j'avais lu des papiers sur le baseball, en fait, où en fait il y avait des contraintes, je sais plus, je regardais sur le coude, des contraintes angulaires. Tu sais, la vitesse angulaire, Ouais, mais les donc vitesses les angulaires, c'est degrés par balistique. seconde. Ouais. Genre, je sais plus, t'avais des trucs, genre Ah, des 1000. 1300 Ah, degrés 1000, par ouais, c'est ça. seconde. C'est à peu près ça. Et du coup, tu te sers en fait de cette énergie élastique sur l'excentrique rapide et ce couplage excentrique-concentrique Ouais. pour accélérer le membre. Et c'est justement l'accélération. Ça me fait repenser justement à la deuxième loi de Newton, F égale ma, où la masse fois l'accélération. Mais si tu accélères davantage ton membre, bah, tu produis plus de force. Donc, On sait, ouais, c'est vraiment un sujet. En tout c'est cas, complexe. après, c'est plutôt les sujets assez théoriques et de définition. Mais après, c'est vrai qu'on a tendance à associer des modalités en mode souvent, tu sais, les patterns de poussée avec les medicine balls, etc. Mais en fait, genre, t'as des temps de contact. Je sais pas, tu dois avoir une seconde le medicine ball dans la main. Donc, oui, peut-être que t'as un Ouais, ou quand pré-étirement, t'es couché au etc. sol et que t'as Ouais, ton coach au-dessus de toi qui te lance la ouais, medicine ball et bah bam, et tu ouais. dois réagir très Du vite. coup, Ça dépend de tu sais l'exo, pas ouais. trop, ouais. Et dernière notion par rapport à ça, mais il y a aussi la notion enfin la distinction entre les tendons sur le bas du corps et sur le haut du corps. Parce que sur le bas du corps, par exemple, le tendon d'Achille, qui est impliqué dans la locomotion constamment, il a fonction d'emmagasiner et de restituer assez bien l'énergie élastique, potentiellement aussi le tendon patellaire et quadriceps. Hmm. Par contre, sur le haut du corps, en fait, nos tendons, ils ont pas mal de fonctions dans la stabilisation de l'articulation. Et est-ce qu'ils ont vraiment une fonction? Bon, je pense que oui, quand même, hein, à moindre degré, mais d'emmagasiner et restituer l'énergie élastique, on le sait pas trop. Par contre, on sait que dans le bas du corps, le tendon d'Achille, par exemple, c'est son premier rôle. Donc il y a peut-être aussi ça, la différence entre les tendons, on va dire, acteurs dans le cycle étirement-raccourcissement ou les tendons positionnels qui peuvent agir sur le Il y a fait peut-être que. aussi la notion de muscle biarticulaire. Je sais que, parce que quand j'avais fait la formation sur la tendinopathie, tu sais, latérale du coude, le tennis elbow, Ouais. bon, ce qui est pareil avec le golfer elbow, qui est la tendinopathie médiale du coude. Mais c'est le cas aussi quand je faisais la tendinopathie du biceps, où tu as la distale et proximale. En fait, aussi bien parce que je pense à ça par rapport à les tendons, par rapport à la notion de stockage d'énergie élastique et les tendons positionnels et tout ça, vu que c'est des muscles biarticulaires en fait. Mm. Euh, le tennis elbow, pour rappel, c'est la tendinopathie qui touche l'insertion commune des extenseurs du poignet. Donc souvent, oui, c'est une douleur à l'extérieur du coude, mais c'est un problème lié au mouvement du poignet, donc ça te fait mal quand tu viens étirer en flexion, par exemple, du poignet. Mais du coup, tous ces muscles-là, sur l'avant-bras, en fait, ils croisent le poignet et le coude. Mm. Donc ils sont biarticulaires de la même manière que le biceps, il croise le coude et l'épaule. Donc peut-être que c'est des muscles, enfin des tendons positionnels, parce que il y avait cette notion, moi ça me rappelle Franz Bosch aussi, enfin il y a ce débat, tu vois, mais où les muscles biarticulaires, ils ont plus un rôle de transférer l'énergie cinétique et le long de la chaîne, Ouais, plutôt que, proximal à plutôt que distal, de je crois. stocker et restituer, tu vois. Ouais. Ah, ils ont plutôt un comportement, une fonction isométrique, optimisée pour l'isométrie que pour la déformation, quoi. Alors que, ouais, Tu pourrais te dire du coup que sur un lancer de javelot, c'est ça, c'est aussi une transmission du proximal à distal pour envoyer un objet, mais en balistique, pas en pli. Enfin bref. puis et proximal à Ouais, distal et distal vers ouais, proximal oui, après. oui, c'est. Ouais, en tout cas, c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses à explorer. Bon, Maintenant, je voudrais que. pourquoi on intègre de la plio? Parce que on parle de la Pourquoi on plio, intègre de la plio? Mais attends, juste avant, je voulais dire parce que au final, c'est ce que je te disais tout à l'heure, mais avant qu'on entende le podcast. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on a beaucoup plus de tendons positionnels dans le haut du corps que de tendons
de, Stockage. de stockage et de restitution d'énergie élastique, je pense que c'est aussi l'anatomie qui nous raconte une histoire, tu vois. Parce que, je veux dire, la première chose qui est en contact avec le sol, c'est le pied. Le tendon d'Achille, il relie le pied à la cheville. Et donc, forcément, déjà, c'est le tendon le plus gros du corps humain. Et quand tu marches, tu montes des escaliers, tu descends. Enfin, on charge tout le temps le tendon. Donc, forcément, au bout d'un moment, un tissu, il répond à la force. Et si sur des milliers d'années et des multiples générations, on a évolué comme ça, c'est parce que c'est lié à la locomotion. Si on avait marché sur les mains, on aurait probablement les membres sup qui auraient été faits différemment. Une idée d'économie aussi. On sait que l'évolution, tu cherches. C'est la paresse, entre guillemets. C'est-à-dire que tu cherches à limiter au maximum la dépense énergétique. Et quand tu as des tendons qui sont capables d'emmagasiner et restituer l'énergie, ça veut dire que tu utilises, entre guillemets, de l'énergie passive pour créer du mouvement. Et ça, d'un point de vue économie, c'est bien, quoi. C'est incroyable quand même le corps humain. Mais ça fait sens parce que le corps, en fait, ça nous ramène à cette notion que le corps, ce qui est important pour lui, c'est de conserver l'énergie. Je veux dire, ton corps, il s'en fout, quoi. Enfin, il veut faire le moins possible, quoi. C'est ça. Si tu travailles pas tes muscles, il va s'en débarrasser. Ouais. Voilà, ça revient toujours à ça. Ce dont tu ne te sers pas, tu le perds. Et il y a que en forçant ton corps à s'adapter qu'il s'adapte. Donc, pour ça que développer des qualités tendineuses sur le haut du corps, ça ne se fait que si tu le charges de manière progressive, encore une fois. Enfin, ça, après, c'est... Je te donne un dernier exemple, mais ça, c'est un post du coup qui va être mis... Enfin, non, les gens vont potentiellement le voir déjà. Mais si tu prends les gens vont me prendre pour un fou, mais si tu prends un kangourou, tu vois, un wallaby, en fait, il est plus économique à haute vitesse qu'à basse vitesse. C'est-à-dire que pour lui, c'est plus économique de courir plutôt que de marcher. Parce qu'en fait, il a des tissus et une architecture du tendon. Mais t'as vu la taille du tendon. En fait, pour avoir été en Australie, j'ai vu les wallabies, les kangourous. Ils marchent jamais. Et c'est là où tu dis que l'évolution a fait que ces petits machins, là, ils sont faits pour courir et pas pour marcher. Pour sauter, ouais. Enfin, pour courir, oui. Enfin, ils ont une façon de courir particulière. Oui, c'est ça, ouais. Non, mais je veux dire d'aller vite, quoi. C'est-à-dire ils sautent en bilatéral. Mais ouais, quand tu vois leur tendon, le truc, il fait 1 mètre de long. Enfin, donc, je sais pas, donc, mais... Ouais, donc l'énergie passive que t'as à partir de ça, c'était... Ils ont un tendon... Il a un tendon d'Achille, laisse tomber. Et le bras de levier, il est énorme. Donc forcément, ils ont une capacité de stockage et de restitution élastique qui est énorme. Et vu que le bras de levier est hyper important, ils arrivent à produire des forces passivement. Mais du coup, à côté de ça, ils ont des tout petits muscles. Ouais. Donc leur capacité purement musculaire, elle est bien moindre. Donc ouais, c'est vrai que ça fait sens quand même de prendre ce genre d'exemple pour de la vie réelle pour comprendre un peu mieux comment les choses fonctionnent. Du coup, on disait pourquoi concrètement on intègre de la plio dans l'entraînement? Parce que c'est bien, on définit, on parle de concept, on parle de plein de trucs là, mais pourquoi on met de la plio? On a retenu 6 raisons. Je te laisse dire un peu le... Faut que je les relise. Ouais. Alors, déjà, la première raison, c'était encaisser les contraintes du sport, sinon on ne s'y prépare jamais. Ah oui, vraiment... c'est moi qui avais noté ça. Peut-être... C'est toi qui avais noté, non? Ouais, j'avais noté celle-là. Comparer muscu-terrain. Donc là, tu vois, j'avais noté. Bon, on triche un petit peu, mais ça nous aide à garder le fil, parce que sinon, on part dans tous les sens, on part de kangourou et de wallaby, tu vois. Donc... donc ce que je voulais dire, c'est que on intègre de la pliométrie dans l'entraînement pour se préparer à encaisser les contraintes du sport. Sinon, on s'y prépare jamais vraiment. Quand je prenais l'exemple tout à l'heure, dans des sports comme l'athlé, où tu peux atteindre des 25-30 fois le poids de corps par seconde sur un sprint ou sur des foulées bondissantes, c'est pas en faisant des relevés de mollets à la salle que tu te prépares à ça, quoi. Parce que quand tu compares, et d'ailleurs c'était dans la conf de Craig Purdam, mais justement il comparait du moins intense au plus intense, et je crois un relevé de mollet, tu sais, assis avec la machine pour le soleus, là, pour le solaire, ou même debout avec une barre sur le dos où on fait les relevés de mollet, avec un tempo normal, supposons. Bref, ça représente sur le tendon d'Achille une contrainte genre de 2-3 fois le poids de corps, des fois un peu plus, mais je veux dire, tu peux mettre aussi lourd que tu veux, genre même aller au 1 RM. Pour le coup, là, si tu vas au 1 RM, tu charges beaucoup plus lentement, donc forcément la contribution du tendon est moindre.
Mais ouais, les contraintes sont absolument pas comparables. Je veux dire, quand tu as 30 fois le poids de corps, supposons que tu fais 70 kilos, 30 fois le poids de corps, ça fait 2 tonnes, hein, plus de 2 tonnes. Donc, je veux dire, tu vas pas mettre 2 tonnes sur un relevé de mollet, quoi, c'est pas possible. Donc, tu t'y prépares jamais vraiment. Et si tu fais des choses qui sont pas pliométriques, ou en tout cas qui sont pas suffisamment intenses, tu vas jamais aller chercher la spécificité de ton activité. Et donc, tout ce que tu fais en prépa physique ne te prépare pas. Bah, même dans un contexte de blessure, du coup. Ouais, et c'est un problème parce que si en dehors tu ne te prépares jamais à ce que tu vois sur le terrain, ça veut dire que la seule façon de t'y préparer, la compète, quoi. Et la compète, enfin voilà, c'est pas tous les jours, quoi. Donc, C'est là, ouais. donc ça aide à comprendre que bah, pourquoi on se blesse déjà, hein, parce que si le seul moment où tu fais face à des contraintes aussi importantes, c'est dans ton activité et que je veux dire, le principe de la préparation physique, c'est quand même de développer des qualités physiques pour justement être meilleur après dans ton sport. Mais si tout ce que tu fais ne te prépare pas, c'est pas pertinent. Donc d'où l'intérêt de l'analyse de l'activité pour comprendre les contraintes et derrière comprendre un peu les contraintes qu'on est capable de mettre quand on fait de la plio concrètement, quoi. Et on reviendra après sur les paramètres d'intensité où justement on va pouvoir aller trouver des exercices pliométriques qui peuvent être très très intenses qui là peuvent nous préparer. Donc ça c'était la première raison. La deuxième raison, développer le RFD. Ouais. Alors RFD, Rate of Force Development, en gros c'est le taux de développement de la force. On en a déjà parlé, je crois, sur l'isométrie performance et l'isométrie overcoming. J'ai l'impression d'en parler à chaque podcast. Ouais, l'isométrie de surpassement. En gros, pour le coup, c'est ta capacité à élever rapidement un certain pourcentage de force, ou ta force maximale d'ailleurs. Donc en gros, on mettra encore une fois le schéma. On mettra le schéma de la courbe. Ouais, c'est une courbe qui montre un peu en exponentielle, c'est-à-dire en gros, c'est ton delta de force sur le delta de temps en fait. Et c'est ta capacité à produire rapidement une force. Et du coup, bah, la pliométrie, par définition, surtout sur des temps de contact au sol qui sont assez rapides, c'est une capacité à exprimer une force dans un laps de temps qui est hyper court. Après, tu peux moduler plusieurs paramètres, la hauteur justement de box pour être certain d'arriver avec assez d'accélération et donc beaucoup de force produite, etc. Et en fait, dans l'activité sportive, on sait que ça va probablement se transférer d'avoir un meilleur taux de développement de la force. Après, le RFD, c'est un paramètre qui peut se développer à partir de la pliométrie, mais ça peut se développer par plein d'autres outils, quoi. Donc, c'est ce qu'on appelle l'explosivité de manière vulgarisée. Pour le coup, ouais, ouais, je pense que c'est le bon proxy, ouais, ou l'impulse. Mais sur pour que les gens se représentent, on mettra le graphique, mais sur un drop jump par exemple, enfin un drop jump, oui, un drop jump, il y a un dev jump aussi, mais quand tu atterris au sol, tu as cette notion de RFD, on mettra le graphique où quand tu atterris au sol et que tu es sur la partie excentrique, le pic de force qui se crée à ce moment-là. Donc le RFD, ça va être la pente de la courbe, donc qui est très verticale. Donc là, il faut être capable de produire de la force. C'est la pente de la courbe sur la production de force concentrique. Après, il faut différencier le RFD excentrique et le RFD concentrique. Parce que là, pour moi, le RFD, c'est plutôt une production de force concentrique, tu vois. Après, oui, mais je pense qu'il y a le. Après, excentriquement, tu es contraint. Ouais. Ouais. C'est l'environnement, enfin c'est la tâche qui te contraint, dans le sens où, je veux dire, quand tu tombes d'une box et que tu cherches à t'amortir, t'as une activité volontaire bien sûr, mais tu vas avoir un pic de force, tu vois, alors que c'est vrai que sur du concentrique, il faut que c'est toi qui le produise. En fait, et puis après sur les courbes de force, par rapport à ça, on sait qu'il y a en tout cas surtout sur la course à pied, tu sais, t'as un pic passif, c'est-à-dire c'est la contrainte passive que le système musculo-squelettique prend, puis après tu as une deuxième bosse, et ça c'est la bosse active, donc c'est celle que toi tu produis, donc ça c'est important de la distinguer. Des fois sur les tracés de courbes de force, on dit il y a un pic ici, c'est la force produite. Non, en fait c'est l'impact que tu prends, et après tu as la production de force, et donc oui, potentiellement le RFD, ouais, pour le coup. Donc on fait de la plio pour, donc on l'a dit, encaisser les contraintes du sport si on s'y prépare jamais, pour développer le RFD, pour du coup augmenter, troisième raison, la raideur musculaire, tendineuse, articulaire. Donc là, il faudrait qu'on parle de... Tu définisses un petit peu ces choses-là, parler de relations stress-strain peut-être vite fait. Ouais, c'est parce que ça on n'aura pas le temps. Oui, en gros, chaque tissu du corps humain, que ce soit le tissu osseux, que ce soit le tissu tendineux, musculaire, etc.,
on a une relation qui s'appelle la relation stress-strain, donc la relation stress-contrainte en gros, qui regarde le comportement d'un tissu sur différents stress et différentes contraintes. Et on sait qu'un tissu, bah, t'imagines bien que si tu prends un ligament, tu le tires à un certain pourcentage de sa longueur initiale, tu vas le contraindre un petit peu. Si tu tires comme un taré, bah, tu vas arracher le ligament, c'est-à-dire que tu vas arriver jusqu'à la rupture. Et donc on a une relation comme ça. Et en fait, ça forme une espèce de pente entre le stress appliqué et la contrainte de déformation du tendon. Et on appelle ça la relation stress-strain. Et la pente de la courbe, en fait, c'est la raideur. Parce que, bah, en gros, ça prend en compte le stress appliqué et la déformation. Et on sait que la raideur, au final, c'est une mesure de la déformation d'un tissu sur une durée de temps. La résistance à la Ouais, déformation. la résistance à la déformation. Ouais. Et Exactement. plus la pente est verticale, Ouais. plus tu Ouais. galères à déformer le tissu et du coup, Exactement. plus Ouais. t'es raide. Et du coup, la raideur, bon, il y a plein de manières De la mesurer. de la mesurer parce que tu peux avoir des raideurs en newton, en kilonewton par mètre. Tu peux avoir des raideurs en pascal, je crois, en PA, en kilopascal même. Et en fait, ce qui est important aussi ici à retenir, c'est que, par exemple, un os, c'est quelque chose d'extrêmement raide. Un muscle, c'est quelque chose de plus compliant. Un tendon, c'est un peu au milieu, etc. Donc, suivant le tissu et suivant là où tu te trouves, tu as des raideurs qui sont différentes. Et bah, la pliométrie aussi, la pliométrie pour le coup, elle permet d'améliorer potentiellement la raideur, soit du tissu, c'est-à-dire tu prends un tendon et tu regardes la raideur, ou alors la raideur articulaire. Et là, il y a une petite subtilité, mais en gros, soit tu regardes une raideur articulaire, et là, dans ce cas-là, en fait, tu regardes à quel point, par exemple, une articulation se déforme. Donc, imaginons que tu cours en descente. Quand ton pied va toucher le sol et que tu vas avoir ton temps de contact au sol, tu vas forcément avoir un tout petit peu de flexion de genou. Ouais. Et en gros, ce delta de longueur dans les positions articulaires, ça peut être un indicateur de raideur. Mais là, comme tu le vois, c'est sur l'image d'un sportif qui est en train de courir, donc c'est l'extérieur en fait. Par contre, tu peux avoir des mesures beaucoup plus précises au niveau du tendon directement, où là tu vas regarder spécifiquement, puis après tu as plein d'outils, l'élastographie pour regarder ce qui se passe au niveau de la jonction note-tendineuse. Donc là, ce qu'il faut retenir en gros, c'est que la raideur, des fois on utilise le mot raideur, mais il faut savoir de quelle raideur on parle. Et généralement, dans la pliométrie, c'est plus la raideur articulaire, c'est-à-dire après les deux sont forcément liés. Tu vois, à un moment donné, tu as plus de raideur tendineuse, tu as potentiellement plus de raideur articulaire. Mais nous, ce qu'on observe en tout cas à l'extérieur sur nos tests, c'est plutôt de la raideur articulaire. C'est à quel point en fait tu te déformes et tu regardes un peu les temps de contact, mais pas beaucoup plus. Donc voilà. Et puis ouais, après il y a des stratégies de travail où tu peux peut-être plus orienter Ouais. le développement de la raideur articulaire ou le développement de la raideur tendineuse, etc. Ouais. Bah là, le papier par rapport à ça, ça montrait que la pliométrie, ça augmentait la raideur articulaire, mais pas forcément la raideur tendineuse, et qu'un protocole de force augmentait la raideur tendineuse, mais pas la raideur articulaire. Et j'invite, si t'écoutes ça et que t'es curieux, j'ai fait un réel sur le sujet la semaine dernière, je crois. Donc ça explique un peu plus, sans qu'on rentre trop dans les détails. Quatrième raison, la coordination. On a mis coordination agoniste, antagoniste, synergiste, où là, effectivement, ça va être la capacité à recruter un maximum les agonistes et les synergistes. Et donc, les agonistes qui produisent le mouvement, les synergistes qui vont dans le même sens, mais qui aussi ont le rôle de stabiliser. Et du coup, la capacité à relâcher les antagonistes aussi. Ouais. Ce qui, ça, nous Il y a freine. un taux de... Il y a il y a un peu de littérature sur la vitesse de relâchement de l'antagoniste sur les mouvements pliométrie. Et du coup, je pense que c'est aussi un des facteurs que tu travailles, cette capacité à synchroniser l'agoniste et l'antagoniste, à relâcher pour avoir un mouvement le plus rapide possible, quoi. Donc il y a ça, la coordination, il y a une meilleure utilisation de l'énergie élastique. Ouais, je sais Voilà. pas si tu... Ouais, non, on après, il va y a pas plein d'autres développer. choses, hein, Et développement de la puissance, on a mis aussi. Donc là, la puissance, pour rappel, c'est c'est le produit de la force et de la vitesse. Donc c'est un peu un optimum entre les deux. C'est une force optimale fois une vitesse optimale pour produire une puissance maximale. Et donc ça nous permet aussi de développer notre puissance, de faire un travail pliométrique. Ça va dépendre aussi des modalités sur les exercices qu'on choisit, l'intention qu'on met derrière, mais on peut très bien orienter de la pliométrie dans un but de développer de la puissance max. En tout cas, c'est un effet collatéral. Enfin, voilà, ça vient Ouais. avec. On développe à la fois le RFD, la puissance, la coordination, la raideur,
des types, enfin, musculaires, tendineuses, articulaires, même si en fonction, encore une fois, des modalités, on peut développer l'un et pas l'autre, et inversement, et aussi pour se préparer d'une manière globale à encaisser les contraintes du sport. Donc voilà, un peu les différentes raisons pourquoi on intègre de la pliométrie, pour être spécifique en fait, hein, aussi Ouais. à l'activité, parce que... Donc il y a vraiment l'intérêt de développer la pliométrie dans un contexte de performance sportive, mais aussi dans un contexte de réhab, parce qu'à un moment donné, tu vas répliquer la demande. Et ça, c'est important, quoi. Ah bah oui, bah Dans tiens, tous les justement, cas. on va passer à la pliométrie en réathlétisation. On voudrait un peu parler de comment intégrer la pliométrie dans une phase de réathlétisation. Euh, c'est vrai classiquement, il y a un peu un process, le fourth stage process, qui consiste à commencer par de l'isométrie. En fait, on part généralement du ce qui est le moins contraignant pour les structures qui ont été lésées dans le cadre d'une blessure, dans le but de la réathlétisation, pour revenir au meilleur niveau qu'on avait avant et même le dépasser. On prend le moins contraignant, donc qui va être de l'isométrie généralement, puis après on va progresser vers du travail, on va réintroduire du travail dynamique, donc excentrique, concentrique, classique comme on pourrait avoir en muscu, et puis vers la fin on va aller vers des activités de cycle d'étirement, raccourcissement, sans pour autant que ce soit de la pliométrie, mais quelque chose de plus dynamique. On reste dans l'excentrique, concentrique, mais plus dynamique, et après on va aller... Ça, c'est le process classique, hein. Et on va aller vers de la plio spécifique au sport. Et ça dure 5 mois. Et ça dure longtemps. Mais en fait, ça fait sens. En fait, ce process, il fait sens. Mais il peut être remis en question parce qu'aujourd'hui, avec l'expérience et puis la compréhension qu'on a eue un peu plus fine au fur et à mesure du temps, justement de la pliométrie, des contraintes, de comment on peut manipuler les paramètres d'intensité, etc., on se rend compte que on peut mettre de la pliométrie assez tôt au final dans la réhab, peut-être même dès la première phase de ce fourth stage process là où il y a de l'isométrie. Moi c'est ce que d'ailleurs j'avais fait, bon, je vais te laisser détailler après, mais c'est ce que j'avais fait dans la formation Achille d'acier sur la tendinopathie d'Achille, où dès la première phase, encore une fois ça va dépendre, il faut individualiser. Si on était vraiment sur un suivi individuel, là c'était une formation globale, mais tu peux assez rapidement, en manipulant les paramètres d'intensité, mettre de la pliométrie, même peut-être en même temps que l'isométrie dès le départ. Ça va dépendre aussi des symptômes et de la douleur qui est ressentie. Mais ouais, on peut challenger ce process. Ouais, honnêtement, après, ça va dépendre évidemment du profil, mais moi, ce que je pense indispensable, c'est que peut-être vraiment, en tout cas en début de réhabilitation, de pas tout de suite l'incorporer, tu vois, peut-être faire une semaine sur des modalités vraiment peu contraignantes comme l'isométrie, et après commencer à intégrer la pliométrie. Mais c'est vrai, comme disait Alexis, au début en tout cas, moi c'était pareil, je segmentais un peu en mode isométrie, concentrique, excentrique, plio, et puis après tu reviens au sport. Mais au final, ce qui fait que allez, si en plus la réhab elle se passe pas trop bien, ça veut dire que pendant au moins 3 mois minimum, t'as pas de pliométrie, c'est-à-dire t'as pas de contraintes à plus haute vitesse, t'as pas de tout ce qui va être synchronisation, comme on le disait, hein, pour les bénéfices de la pliométrie, tout ce qui va être raider, tout ce qui va être taux de développement de la force, en fait, tout ça, ça va être des qualités, finalement, tu vas commencer à perdre, et après, le retour sur les modalités de pliométrie, ça va être super long. Donc, l'idée, en fait, c'était de se dire, on va utiliser un peu ce schéma général qui est le fourth stage process, mais par contre, tu vas intégrer de manière très progressive directement de la pliométrie. Donc, après, la pliométrie, tu peux manipuler plein de paramètres. Alexis a fait un très bon post récemment à aller voir. Tu pourrais te dire, et là, va falloir nuancer parce que on va parler d'une pliométrie qui va peut-être pas être une pliométrie au final. Oui, c'est pas de la plio, mais c'est un cycle, ça peut être un cycle étirement raccourcissement, et en tout cas, on va aller Exactement. progressivement vers ça, quoi. Et en fait, l'idée, ça va être dès le début d'une réhabilitation de manipuler des paramètres un peu plus environnementaux pour limiter la contrainte au niveau de ce cycle étirement raccourcissement et faire que tu aies l'expérience de ce cycle-là sans trop contraindre. Donc après, on a différents paramètres. Premier paramètre qui est plutôt évident, ça va être la hauteur du saut. Évidemment, si tu fais un dev jump de 30 cm, ça va te secouer le tendon d'Achille et le tendon patellaire. Mais par contre, si tu fais simplement de la corde à sauter, avec des hauteurs de 4-5 cm, en fait, ça va être très peu contraignant. En tout cas, si le volume n'est pas trop élevé.
Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, tu as les semelles des chaussures. Donc ça, c'est purement de la manipulation environnementale. Mais tu sais très bien que si tu as des chaussures avec des stacks, donc des épaisseurs assez élevées, bah, ça va limiter pareil. Après, tu vas voir l'intention. Après, je te laisserai faire les suivants. L'intention. Ah, vas-y. euh, ok. L'intention, là, globalement, ça va être se dire, bah, quelle intention je mets dans mon saut. Si, encore une fois, je prends l'exemple du death jump, mais si je fais un death jump de 30 cm, probablement que quand je vais arriver au sol, je vais avoir une intention de mettre un peu de force au sol, bah parce qu'il y a la contrainte de la boxe et que voilà, j'ai envie de rebondir. Par contre, si je me dis dans ma tête, bah là, je vais faire des sauts qui seront compliants, peut-être en utilisant un peu plus de flexion de genou. Donc là, volontairement, tu vas probablement passer au-dessus de 250 millisecondes, hein, mais tu vas quand même intégrer de la sollicitation un petit peu plio au niveau des tissus. Après, tu as autre chose, évidemment la charge. Hein. Voilà, si tu fais de la corde à sauter avec un gilet lesté, ce sera pas la même contrainte que si tu le fais à poids de corps. Donc ça, après, c'est de la logique. J'ai mis assistance aussi parce Ouais. que Ouais, on peut avec utiliser des élastiques. Ouais, élastique pour délester du poids de corps, en fait. Hein. Euh, ça te permet bah, simplement de délester le poids de corps. Après, évidemment, tu vas avoir la dureté du sol. On sait très bien que plus, et là, au final, on peut reprendre le concept tout à l'heure de la relation stress-strain, mais si tu prends un sol très très raide, ça veut dire qu'il a il a peu de contraintes de déformation. Et en fait, tu pourrais te dire, bah, dès que tu tombes sur le sol, lui, il va pas se déformer du tout. Par contre, toi, tu vas devoir subir la contrainte. Donc, en manipulant ça, peut-être en faisant sur un petit tapis ou de l'herbe, etc., bah, tu peux limiter les contraintes. C'est la troisième loi de Ouais. Newton, ça, je crois aussi d'ailleurs. Genre que quand tu appliques Ah, une force force, de réaction, ouais. la force de réaction. Ouais. Force de réaction au sol. Donc, et puis après, tu as l'amplitude et également La latéralité. ouais, latéralité, amplitude et bruit. En fait, tout ça, c'est des facteurs et je pense qu'on les mettra, mais ça te permet dès le début de te dire bon, bah, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petits sauts avec des semelles qui sont assez grosses, avec une intention très basse, donc beaucoup de compliance, et je vais voir où ça me mène. Et après, tu vas utiliser la douleur pour monitorer la progression un peu et Bah tu vas oui. te dire 24 heures après, en fait, j'ai pas de douleur. Alors que c'est de la plio et que je suis sur ma première phase de réhab. Et c'est là où tu te dis, ok, bah, je vais enlever un facteur. Donc par exemple, tu peux augmenter peut-être un petit peu la hauteur ou alors passer sur un sol plus dur. Et à chaque fois, tu enlèves un peu comme ça. Et le but, en fait, ça va être de passer d'une modalité de plio bah, très peu intense à quelque chose de beaucoup plus intense, quoi. Et ça, tu le fais en parallèle de ta réhabilitation, quoi. Ouais, ça me fait penser à ce que j'avais fait. J'avais mis dans la formation justement là-dessus et ce que je proposais aussi à un athlète en sprint que j'encadrais sur la réathlétisation sur une tendinopathie d'Achille. Bah, en fait, tu lui dis, tiens, bah, enfin, tu mets pas tes pointes pour le coup, mais t'as des bonnes chaussures avec une certaine épaisseur. On va te faire des petits pogos sur place, compliants, tu vois, où tu passes du temps au sol, avec élastique pour te délester. Et en fait, tu manipules tous ces paramètres-là, et sur un sol qui est pas forcément dur, tu vois, dans l'herbe ou sur le sable, bref, en bilatéral. Voilà, tu manipules tous les paramètres qu'on vient d'évoquer pour justement être capable de reprendre ce type de contrainte dynamique très progressivement et après au fur et à mesure on va bouger les paramètres un par un. Faut dire que c'est un peu comme des curseurs et dans la programmation d'entraînement on va augmenter les contraintes très progressivement pour revenir là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que là, Alexis, il a pris l'exemple d'un sprinter et des pointes. Mais justement, encore une fois, l'analyse de l'activité, elle est hyper importante parce que bah, si tu as un coureur, par exemple, un peu, je vais dire du dimanche, mais je me considère comme un coureur du dimanche, euh, qui, euh, qui au final court naturellement avec des chaussures avec des grosses épaisseurs sur des sols qui sont plutôt mous, bah tu pourrais dire ça, ce sera plutôt ma finalité en fait. Alors à l'inverse, un sprinter qui va courir avec des pointes, lui, il a une demande qui est quand même différente. Et du coup, ça te permet un peu de dire, ok, bah ça c'est la fin, ça va être là les curseurs, je vais les mettre ici. Par contre, au début, du coup, Ouais. je peux changer quoi. Ouais, donc en Important, termes hein. d'analyse de l'activité, Bah ouais. tu peux faire un portrait des comment les curseurs doivent être orientés et comment la position des curseurs, un peu comme sur un plateau la platine d'un DJ. DJ, tu vois. La platine d'un DJ, où sont les curseurs, tous les curseurs qui sont chacun de nos paramètres là qu'on a évoqués, la hauteur, les semelles, l'intention, la charge, etc. Et on se dit, tiens, ça c'est le point B, c'est comment le geste s'exprime dans mon sport en compétition.
et par où je peux commencer, peut-être avec tous les curseurs au début, là où c'est le moins intense, et après on va réaugmenter un ou deux curseurs maximum à la fois. Parce que pareil, là on a donné 7 ou 8 paramètres, mais je pense que c'est important dans une notion de programmation d'entraînement de peut-être manipuler un ou deux curseurs et de pas avancer tous les curseurs en même temps d'une semaine sur l'autre, parce que là ça va peut-être faire trop de contraintes. Mais déjà, voilà, en début de réathlétisation, suivant la blessure bien entendu, mais si tu commences cette forme de plio dès les premières semaines plutôt qu'au bout de 4-5 mois, déjà tu gagnes quand même pas mal de temps et tu peux probablement retourner au sport bien avant. Ça c'est intéressant juste pour noter, mais la blessure, la localisation de la blessure, elle a aussi une importance sur là où tu vas démarrer. Parce que si tu as une tendinopathie par exemple patellaire, il faut être capable de définir quels sont les mouvements les plus provocatifs. Donc là, tu sais que ça va être avec des grosses forces de braquage où tu vas avoir une dorsiflexion et le tendon patellaire, il va devoir décélérer la charge. Et ça, tu dis, ok, ça veut dire que les death jump, je vais quand même pas les mettre tout de suite. Par contre, je peux faire quelque chose peut-être de plus latéral, etc., avec plus d'intensité, etc. Donc, encore une fois, c'est hyper important d'être capable d'analyser, de définir le mécanisme un peu de blessure, ou en tout cas le mécanisme le plus contraignant pour faire une bonne rep, quoi. Maintenant, il faudrait qu'on passe à une partie un peu plus pratique, parce que c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de concepts depuis tout à l'heure. On a parlé de beaucoup de concepts. On a parlé là, de la plio en réathlétisation avec les différents paramètres d'intensité. On a parlé de pourquoi on intégrerait la plio dans l'entraînement. Est-ce qu'il y avait de la plio haut du corps, la définition, tout ça. On a vu un peu tout ça. Maintenant, d'un point de vue pratique, on peut se demander comment intégrer concrètement la pliométrie dans un objectif de performance. Donc là, je vais détailler un petit peu ça, puis après, toi, on viendra sur un contexte de réathlétisation en pratique, justement sur la tendinopathie d'Achille. Alors, comment on peut intégrer la plio dans un objectif de performance ? Pour revenir sur ce qu'on disait déjà juste avant, il y a l'importance de l'analyse de la spécificité du mouvement sportif, donc l'analyse de l'activité pour être capable après de répliquer les demandes. Je vais prendre un exemple simple, le triple saut. C'est un truc assez simple, ça parlera à tout le monde, mais si tu fais du triple saut en athlée, le meilleur moyen c'est d'évaluer le triple saut directement. Et là, dans le contexte de la pliométrie, on pourra évaluer certains paramètres que je vais détailler juste après directement sur le triple saut, parce que c'est ce qu'il y a de plus spécifique. Les paramètres en question, ils vont nous permettre d'orienter le programme. Il y a plusieurs paramètres, parce que quand tu évalues le triple saut ou quand tu évalues l'activité ou que tu veux évaluer les qualités pliométriques, il faut que derrière ces paramètres, ils nous disent quelque chose et qui nous permettent d'orienter le programme, qui nous permettent de dire qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je vais m'orienter, je sais pas moi, sur un travail de puissance concentrique avec un RFD concentrique, je cherche à gagner en explo, travailler purement la restitution élastique. Est-ce que plutôt je vais travailler la partie excentrique pour mieux amortir et pas m'écraser, pour bien emmagasiner derrière, mieux restituer du coup aussi parce que c'est lié? Ou est-ce que je vais travailler le couplage excentrique-concentrique, l'isométrie qui est entre les deux, etc. Donc il y a plein de choses à travailler, aussi bien en plio sur le terrain et couplé au travail de muscu en salle. Et en fait, justement, c'est l'interprétation des paramètres qu'on va évaluer qui va nous permettre de définir une logique une planification et une programmation de notre entraînement. Les paramètres en question, pour les définir, il y a justement le RSI, dont on parle souvent. On en avait déjà parlé dans le podcast où on parlait d'isométrie et performance. Le RSI, c'est le Reactive Strength Index, donc qui est l'indice de force réactive. Donc là aussi, pour définir un petit peu la force réactive, on mettra une définition, mais la force réactive, c'est la notion de produire une force en réponse à quelque chose. Donc réactive parce qu'il y a une réaction. Si on est sur le contexte très courant de la pliométrie bas du corps, la réaction, c'est quand j'atterris, quand j'ai un temps de contact au sol. Donc le Reactive Stress Index, il se calcule en temps de vol divisé par le Ground Contact Time, donc le GCT là, je mets toujours comme ça, mais ça me parle, mais le Ground Contact Time qui est le temps de contact au sol, donc on divise le temps de vol par un temps de contact au sol. Ça c'est le RSI de base, et c'est un peu
un indice de notre capacité propulsive concentrique. C'est-à-dire que, en gros, tu vas prendre, admettons, tu fais un dev jump. Donc, tu sautes d'une box, tu atterris au sol et tu rebondis concentriquement. Une fois que tu as rebondi concentriquement, c'est ça le temps de vol, avant de réatterrir au sol. Donc, tu vas prendre le temps de vol et tu vas le diviser par le temps de contact au sol, quand tu avais atterri au sol. Et ça nous donne justement cette valeur de RSI. Maintenant, et pour introduire les autres paramètres qu'on va évaluer, ils sont nés un petit peu, et je les ai repris de McInnes-Watson, de Ash Buckman, je crois que c'est eux qui ont un peu inventé ça. Il y a des articles sur Simply Faster, je sais pas s'il y a de la littérature aussi là-dessus, mais qui sont le RSR et le RSO. Je vais revenir là-dessus, mais en fait, c'est des paramètres qui sont nés de la limite du RSI. De la limite, des inconvénients, de la faiblesse en fait du RSI. Parce que dans le RSI, on évalue le temps de vol après le saut par rapport au temps de contact au sol. Mais en fait, on ne tient pas compte du temps de chute ou en tout cas du temps de vol qu'il y avait avant, dans le saut d'avant. Donc si on est toujours sur l'exemple du dev jump, dans le drop, ouais. Il faut tenir compte du temps de chute. Donc, parce que si par exemple je saute à 30 cm d'une box de 30 cm, le temps de chute sera assez court, je ne vais pas arriver avec une très grande vitesse excentrique, et donc j'aurai probablement un temps de contact au sol qui sera plus court, et si mon temps de contact au sol est plus court, je vais peut-être pouvoir sauter assez haut, et après quand on divise le temps de vol par le temps de contact, j'aurai un bon RSI. Et le problème de la mesure du RSI, c'est que ça va biaiser des bons scores pour en tout cas sur le dev jump, pour des hauteurs de box qui sont assez basses. Et après on va se dire, ah bah non, si je saute à 50 cm d'une box ou 1 mètre ou quoi, je vais avoir des RSI qui sont moins bons, donc parce que je passe trop de temps de contact au sol et tout, ça va pas être bon. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette notion de RSR et de RSO que je vais présenter, parce que c'est des mesures qui tiennent compte du temps de chute qu'il y avait avant. Et quand on revient à la définition de la pliométrie de Verkhoshansky qu'on disait au début, tu sais, la séquence pliométrique avec le cycle un peu avec les 6 actions, c'est un cycle. Et donc il faut nécessairement tenir compte de ce qu'il y avait avant. Parce que pareil dans le RSI, quand tu divises par le temps de contact au sol, dans le temps de contact au sol, le temps de contact au sol va aussi dépendre de ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire, si tu sautes de 1 mètre de haut, le temps de contact au sol sera plus long que si tu sautes de 30 cm. Sauf que si on ne tient pas compte de ce qu'il y avait avant, du coup c'est un peu la limite du RSI. Et donc c'est pour ça qu'en fait on va se dire que le RSI de base, le temps de vol divisé par le temps de contact au sol, ça va être le RSI sortant, et on va pouvoir aussi mesurer le RSI entrant, donc le RSI avant en fait. Et là pour le coup on va diviser le temps de chute ou le temps de vol du saut d'avant par le temps de contact au sol. Et on va faire un ratio entre les deux en fait, entre le RSI sortant et le RSI entrant. On mettra les formules d'ailleurs pour ceux qui veulent, si ça t'intéresse, mais pour calculer tout ça. Et on va mesurer le ratio entre les deux, donc on va diviser le RSI sortant par le RSI entrant, et ça va nous donner un peu un indice de la capacité de gain, de maintien ou de perte d'élan. C'est-à-dire que, admettons, tu as un RSI sortant, je sais pas moi, 2,5, et tu as un RSI entrant de 1,9. Bon voilà, tu divises 2,5 par 1,9, ça te donne un truc, je sais pas exactement de dette, mais supposons ça te donne, prenons un exemple, ça te donne 1,1, tu as un RSR de 1,1, donc ça va donner une valeur en fait qui va osciller autour de 1. Quand tu es supérieur à 1, ça veut dire que d'un saut à l'autre, tu vas gagner de l'élan. Quand tu es à 1, quand le RSR égale, enfin le ratio, le RSR il vaut 1, ça veut dire que d'un saut sur l'autre, tu vas ni perdre de l'élan ni en gagner. Donc t'es un peu dans un état de flow, tu vois. Enfin, c'est du rythmique, ouais. T'es dans le rythmique, t'arrives à répéter. Et quand tu es en dessous de 1, par exemple 0,9, ça veut dire que d'un saut à l'autre, tu vas perdre de l'élan. Ça veut dire que ton temps de vol après le saut, il sera inférieur au temps de vol du saut d'avant. Bref. Et donc, là, tu seras plus... Si tu perds de l'élan, tu seras plus biaisé sur de l'excentrique, des capacités d'amortissage, sur une capacité d'amortissage, alors que si tu es sur un RSR qui est supérieur à 1, tu seras sur une capacité plutôt de propulsion concentrique. Et donc en fonction de ton score au RSR,
tu vas peut-être orienter les stratégies d'entraînement, bref, différemment. Ça reprend le podcast qu'on avait fait sur l'isométrie où on avait dit, enfin, on avait expliqué qu'en gros, le RSI te donnait pas vraiment d'informations sur la portion excentrique ou concentrique que tu devais travailler. Ouais, pour, Oui, c'est je me ça. rappelle. C'était un peu la limite. Et du coup, donc ça, c'est un autre paramètre. Et le dernier truc, ça va être le RSO. Donc, il y a le Reactive Strength Output, qui est un peu la output, la sortie, en fait, de force réactive. Et ça, en fait, c'est simplement la moyenne des RSI, donc le sortant et l'entrant, divisé par le ratio, donc le RSR. On mettra les formules encore une fois, mais ça va être un indice de la charge neuromusculaire et des contraintes excentriques associées. Et ça va nous permettre de tenir compte en fait de la hauteur. Si on revient sur les dev jump, ou même pas que les dev jump, parce que ça c'est des trucs qu'on peut calculer un peu sur n'importe quel mouvement pliométrique. Euh, Même si on est sur un dev jump qui est haut, et en fait justement ça va tenir compte de la contrainte neuromusculaire qui est plus importante. Et donc on va avoir des scores qui vont être différents. Et notamment des scores qui sont meilleurs. Et ça nous permettra d'aller travailler probablement à des hauteurs plus élevées si on est sur les dev jump par exemple. Donc ça, c'est des paramètres qui sont importants parce qu'ils vont nous permettre d'orienter les exercices en fonction des qualités à travailler. Je vais prendre un exemple très simple, et je prends que un exemple. Supposons que je fais des dev jump et je mesure, ou sur notre exemple spécifique qui était le triple saut, je mesure un RSR qui est inférieur à 1 et un RSO qui va être élevé. Donc là, ça veut dire que je vais perdre de l'élan d'un saut à l'autre. Ça veut dire que je vais avoir un RSO élevé, donc des contraintes neuromusculaires et une contrainte excentrique qui va être importante. Donc derrière, ça veut dire que j'arrive pas sur mon triple saut Enfin, je m'écrase excentriquement, les contraintes excentriques sont trop importantes, je manque de force là-dessus. Donc derrière, je vais pouvoir orienter mon entraînement dans le but de travailler sur de l'excentrique avec des dev jumps qui sont hauts et on pourra, conformément avec ce qu'on disait, sur, tu sais, le podcast sur l'isométrie pour la performance, on parlait, tu sais, d'iso-yielding et d'iso-overcoming. On va pouvoir orienter là plutôt sur un travail d'iso-yielding. Donc si j'ai un RSR inférieur à 1 et un RSO élevé, donc grosse contrainte excentrique, je perds de l'élan sur mon saut. Donc là derrière, je vais orienter l'entraînement pour améliorer ma capacité excentrique, donc faire des dev jumps qui sont hauts par exemple, et travailler de l'iso-yielding, puisque l'iso-yielding, on l'avait dit, ça nous améliorait, vu que c'était orienté excentrique, ça allait améliorer notre capacité à encaisser les contraintes excentriques. Et en parallèle, en muscu, on peut faire un travail excentrique. Donc Puis même, après, il y a des modalités même, on va dire plus spécifiques, on en a parlé tout à l'heure, mais l'excentrique accentué, là où tu vas utiliser une charge directement dans le mouvement du saut pour potentialiser la portion concentrique. En fait, l'excentrique accentué, peut-être qu'on mettra une photo, plusieurs photos, on va utiliser une charge et on va simuler du coup un saut. Et en bas du saut, donc juste avant de faire la portion concentrique, on va lâcher la charge additionnelle. Donc on va utiliser une charge additionnelle pour augmenter au final l'accélération qu'on a sur la phase excentrique et pour la restituer sur la phase concentrique au poids du corps pour le coup. Ouais. Donc voilà un petit peu un exemple de ce qu'on pourrait en faire. Encore une fois, ces paramètres, ils peuvent être évalués dans plein de contextes différents. On prend les dev jumps, ça peut être dans la spécificité du triple saut, ça peut être sur des hops, sur des foulées bondissantes. Tu peux faire ça sur n'importe quoi. Du moment que tu as des temps de vol et des temps de contact, et tout, tu peux, en tout cas sur la notion d'évaluation de la pliométrie au bas du corps, tu peux mesurer ces paramètres. Et derrière, l'interprétation de ces paramètres va nous permettre d'orienter le programme d'entraînement dans un objectif de performance. Maintenant, pour terminer ce podcast, tu vas nous présenter peut-être une petite trame un petit peu dans un contexte de réathlé sur une tendinopathie d'Achille, comment réintégrer un peu la plio dans ce contexte. Alors, je me suis dit que sur la tendinopathie d'Achille, du coup, ça parle probablement à plusieurs personnes parce que c'est le tendon principal qui fait du stockage et énergie, du stockage et du relargage d'énergie élastique. Du coup, comment organiser ? Tout à l'heure, on parlait de continuum entre le 4-stage process, du coup, et petite note d'ailleurs, la trame, je la mettrai, j'essaierai de la mettre en description en PDF, donc comme ça, tu auras la trame de la façon dont on peut intégrer de la pliométrie.
Donc, globalement, comment faire? Donc, déjà, on sait qu'au début, pour limiter les contraintes, on va utiliser de l'isométrie. Donc, comme je le disais, je pense que c'est important, peut-être sur une semaine en tout cas, de faire que majoritairement de la modalité ISO pour justement laisser le temps un petit peu. Enfin, comment de faire adapter le tendon progressivement. Et ensuite, on va introduire de la pliométrie. Donc classiquement, s'il y avait une tendinopathie d'Achille, première semaine, ce serait un travail d'isométrie. Donc ce serait du bipodal, comme ça au moins on est certain qu'il n'y aura pas de contraintes hyper importantes en unilatéral. Donc d'abord du bipodal, et puis ensuite on va monitorer un petit peu les douleurs. Donc du 3 x 30 secondes. On en avait parlé sur l'isométrie en réhab dans le podcast pour la relaxation tissulaire, etc. Donc je t'invite à aller voir si tu veux comprendre pourquoi ces 30 secondes. Après, potentiellement en parallèle, utiliser des modalités de renforcement et aussi de la mobilité au niveau du pied, parce qu'on sait, encore une fois, c'est de l'analyse de l'activité, mais le tendon d'Achille, il est aussi contraint parce qu'au niveau du pied, il y a des mouvements, notamment au niveau de l'os du pied, donc du calcanéum, qui va contraindre en fait différemment le tendon d'Achille sur la partie médiale ou latérale. Donc, mobilité du pied, hyper importante. Et ensuite, on va essayer de faire dissiper un petit peu les douleurs qu'on a au global avec cette première semaine ou ces 2 premières semaines. Je te donne à chaque fois des semaines, mais imagine que c'est indicatif. En fait, c'est la douleur qui va te diriger plus qu'autre chose. Et après, semaine d'après ou la deuxième semaine, commencer à intégrer de la pliométrie. Donc, on va continuer la modalité de renforcement. Peut-être passer sur de l'unipodal sur du renforcement pour contraindre un petit peu plus le tendon d'Achille. Toujours de la mobilité. Et c'est là où on va intégrer la pliométrie. Comment on peut l'intégrer? Déjà, tu peux manipuler les paramètres, comme je te le disais. Donc, tu peux manipuler la raideur du sol, etc. Peut-être au début faire du pogo, donc compliant bilatéral, c'est-à-dire utiliser toujours les 2 pieds, donc pour encore une fois limiter la contrainte. Imaginons que tu as une tendinopathie d'Achille à droite, tu vas continuer à faire du bilatéral. Peut-être que tu vas compenser, et c'est naturel, mais tu vas quand même avoir une participation de la pliométrie sur ton tendon qui est lésé. Pogo bilatéral, compliant, potentiellement avec des grosses chaussures, des split pogo, etc. Quelque chose, en fait, des petits rebonds, même typé corde à sauter, avec beaucoup de compliance et beaucoup d'aide en final. Après, tu peux manipuler, augmenter le volume peut-être de saut pour avoir cette espèce d'effet fatigue. Et après, on va passer sur la deuxième phase. Donc, on a été sur l'isométrie, sur le renforcement. On va passer potentiellement sur plus du concentrique, excentrique. Donc là, ça va être du 4 à 5 séries, assez lourdes, en tout cas, toujours en monitorant les douleurs, 6 à 8 répétitions ou 10 répétitions. Après, ça va être du classique, extension de cheville, etc. Toujours continuer la mobilité du pied pour être certain que les contraintes soient bien distribuées. On en avait parlé sur le podcast sur l'ISO. Mm. Et après, tu peux commencer à intégrer de la pliométrie. Alors, tout à l'heure, on était en bipodal. Là, on pourrait se dire, bon, on va passer sur de l'unilatéral. Mais je pense que de la pliométrie unilatérale, ça commence à être assez contraignant quand même. Donc là, ce que je propose, c'est plutôt de la pliométrie asymétrique, c'est-à-dire un pied peut-être devant l'autre. Divisé, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. On revient sur le paramètre de latéralité qu'on disait tout à l'heure. Ouais, exactement. C'est-à-dire que potentiellement, tu vas avoir des contraintes qui seront différentes sur les 2 pieds, que ce soit le pied devant ou derrière, et tu vas commencer à intégrer une composante un petit peu d'unilatéral. Donc ça, hyper intéressant. En termes de volume, après, le volume, ça va être dicté par la programmation, etc. Mais voilà, tu peux faire 3 à 5 séries de 10 mètres. Donc là, c'est potentiellement plus intéressant de faire sur le mètre. Après, tu peux faire des pogos avant, arrière, latéraux. L'idée, c'est que pogo, quand je dis pogo, là, ça va être du bilatéral. Donc là, on continue en fait de faire du bilatéral, mais on va augmenter un peu l'intensité en changeant le plan. Donc là, on va passer par exemple sur de l'horizontalité. Donc on va augmenter en fait la contrainte vers l'avant, ce qui veut dire qu'il y aura plus de dorsiflexion et plus de contrainte au niveau du tendon d'Achille. Voilà. Après, tu peux commencer à intégrer aussi sur cette phase-là peut-être des death jump bilatérales avec une intention de compliance. Donc là, forcément, les temps de contact au sol vont être plus longs, mais tu vas quand même commencer à intégrer de l'intensité. Et puis progressivement, en fait, c'est là où tu vas arriver sur ta phase où tu vas continuer le renforcement. Et là, tu vas commencer à intensifier la pliométrie, intégrer de la pliométrie plutôt multidirectionnelle, analyse de l'activité. Si tu as des changements de direction, il faut absolument faire ça. Encore une fois, ça va être différent si par exemple tu es un coureur qui fait du fond.
en course à pied, bah, tu vas être plutôt linéaire. Donc là, peut-être que la pliométrie multidirectionnelle, tu n'en auras pas toujours besoin. Et là, intégrer de la pliométrie horizontale, basse intensité au début, puis haute intensité, etc. Donc voilà, c'est à peu près ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la fin de la réhabilitation, il faut répliquer les deux mondes de l'activité. Va falloir répliquer de l'unilatéral, surtout pour de la course à pied. Va falloir répliquer de l'horizontalité, c'est-à-dire que si tu cours en avant généralement. Donc ça, il faut le répliquer, etc. Et puis augmenter sur le continuum de l'intensité. Donc cette trame-là, de toute façon, je la mettrai juste en dessous de la vidéo. Comme ça, tu auras une idée un petit peu. Et puis à chaque fois, j'ai mis les objectifs pour chaque phase. Ouais, franchement, ça fait sens. Je trouve... Après, ça reprend un peu le... Il y a plein de manières. Des fois, ça a l'air d'être un peu complexe d'extérieur. On se dit, ouais, là, faut continuer le bilatéral, mais en même temps, l'unilatéral, on peut pas. En fait, il y a plein de manières. Ouais. Il y a plein de manières de moduler. Il n'y a pas forcément de mauvaises manières. Dès que tu as compris en fait les paramètres à manipuler, ça, je dirais pas que ça coule de source, mais tu dis, ok, ça, forcément, ce sera plus contraignant. Ah bah là, au final, mon athlète, il a bien répondu, il a pas eu trop de douleur, donc je peux continuer. Donc, faut vraiment être assez flexible. Hein. Puis après, c'est un exemple, voilà, c'est un exemple de trame, mais il pourrait y en avoir plein. Il y a plein de chemins mènent à Rome. Voilà, exactement. Après, si on en revient au curseur, là, à nos paramètres d'intensité, il y a plein de façons d'agencer ça. Et tu peux très bien, voilà, toi tu as choisi certains paramètres, peut-être que tu peux choisir plutôt de commencer par augmenter d'autres paramètres à la place. Ça va dépendre aussi de où est le point A, en tout cas dans la tendinopathie d'Achille. Donc du coup, parce que pour une même tendinopathie d'Achille, t'en as qui vont avoir super mal et d'autres moins, enfin voilà. Donc ça va dépendre d'où est le point A et d'où est le point B, jusqu'où il faut revenir et même au-delà. Ça va dépendre de tout ça, et après encore une fois il y a plein de façons de faire, il n'y a pas une façon, c'est à la fois un art et une science, donc voilà, mais ça en tout cas c'est un exemple qui fonctionne et qui est prouvé sur le terrain, puisque c'est des choses qu'on applique directement avec les athlètes qu'on peut avoir en charge. On a vu beaucoup de choses, hein. Je pense que je sais pas de combien de temps ça fait que tu nous écoutes là, mais on a commencé par définir. Je reviens un petit peu sur tout ce qu'on a vu. Si t'as déjà oublié, on mettra ou si t'as écouté le podcast en plusieurs fois, on a défini ce que c'était que la pliométrie avec les définitions de Verkhoshansky. On a vu la séquence du mouvement pliométrique en 6 étapes. On a défini ce qui n'était pas de la plio. On a vu que le squat jump, le contre-mouvement jump, les box jump, des gros changements de direction, tout ça, ça pouvait être défini comme du cycle étirement-raccourcissement. Il y avait une notion de stockage et de restitution d'énergie élastique, mais il n'y avait pas nécessairement une réelle pliométrie. On a parlé de la pliométrie haut du corps, avec les tendons qui étaient plus positionnels que fait pour le stockage, en lien avec l'anatomie, en lien avec notre structure, notre biomécanique, bref. On a parlé aussi des raisons pour lesquelles on pouvait intégrer la pliométrie dans l'entraînement. On avait identifié 6 raisons. On a parlé de la plio en réathlétisation, comme quoi au final souvent il y a ce process où iso, excentrique, concentrique, plio, et en fait aujourd'hui on l'a pas mal éprouvé, on l'a appliqué avec le temps, mais puisqu'on a différents paramètres d'intensité qui nous permettent de régresser le truc à fond, on peut commencer de la plio assez rapidement. Après, faut pas extrapoler ce qu'on dit, hein, et du coup nous faire dire ce qu'on n'a pas dit. Si tu as une grosse fracture ouverte, tu vas pas faire une plio le lendemain. C'est pas notre job. Là, on parle vraiment d'une réathlétisation. Donc c'est pour ça qu'on a pris d'ailleurs l'exemple de la tendinopathie d'Achille, parce que ça illustre plutôt bien. Après, on a vu une grosse partie pratique, comment intégrer la plio dans l'objectif de performance, où je t'ai parlé des différents paramètres qu'on pouvait mesurer, RSI, RSR, RSO, comment on peut après un petit peu interpréter ça et orienter l'entraînement en fonction. Et puis Rémi a terminé sur un exemple de trame de réathlétisation sur une tendinopathie d'Achille, et comment intégrer de la plio très rapidement et comment justement mettre en pratique l'évolution de ces différents paramètres qu'on t'a donnés sur la programmation d'entraînement. Donc ça fait un gros morceau là. Un gros boost podcast. Je te remercie de nous avoir écoutés si t'as été jusque-là. N'hésite pas à lâcher un commentaire. Puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent sur le format audio. Mais ouais, mets un commentaire, mets un 5 étoiles là, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur les différentes plateformes, je sais pas. Ça nous aide pour le référencement et puis pour que notre travail soit vu par un peu plus de personnes. Et abonne-toi à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait.
N'hésite pas à commenter, à poser des questions. C'est vrai, on en tient compte, on répond. Et je pense que là, peut-être dans les prochains formats, on fera peut-être format réponse. on fera peut-être un format question-réponse. Donc voilà. Bah, merci de nous avoir écoutés. Abonne-toi, commente, pose-nous tes questions, n'hésite pas. Et puis on se retrouve dans le prochain podcast.